Bonjour Elisabeth. Alors, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième sommet Respire, 4 jours pour sortir la tête de l'eau. Tu es docteur et tu avais déjà participé au premier sommet parce qu'en fait, tu es spécialiste du burn-out et tu as pour vocation de, on va dire, de vulgariser en fait ce phénomène que finalement on connaît très, très peu. Et ton intervention avait été franchement bien accueillie dans tout premier sommet, donc j'avais envie de te réinviter pour ce deuxième sommet et pour qu'on aille explorer plus la phase amont cette fois-ci. Parfait, je suis à toi. Oh, cool. Donc, avant de commencer, je vais te laisser te représenter brièvement parce que tout le monde ne te connaît pas, tout le monde n'a pas suivi le premier sommet. Donc, pour voilà, que tu nous redises qui tu es, d'où tu viens. Bon, Et alors, c'est en fait, tu l'as très bien fait, donc je vais faire une redite. Donc, moi, je suis médecin, je suis installé à Lyon depuis 1987, hein, donc ça fait bien longtemps, 38 ans. Et depuis presque autant d'années, je me suis spécialisé sur la prise en charge du burn-out. La prise en charge d'une façon un peu alternative, parce que j'ai essayé de sortir des sentiers battus et notamment des sacro-saints antidépresseurs qu'on a prescrits pendant très longtemps et qui n'ont plus cours maintenant, ou du moins que dans des situations bien spécifiques. Et puis, les années aidant, et notamment à partir du moment où la Haute Autorité de Santé a publié son guide des bonnes pratiques, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé faire des conférences pour former les coachs, les psychologues, les confrères, pour aller dans les entreprises, pour expliquer ce qu'est le burn-out. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que je revendique ça. Moi, je suis un vulgarisateur. Je ne suis pas un chercheur. Je ne suis pas un théoricien, même si j'ai quelques petites idées à moi, mais je suis un vulgarisateur. J'essaye de rendre simple quelque chose qui est un petit peu compliqué, voire quelquefois très compliqué quand on n'est pas le nez dedans. Et c'est vrai que la première intervention que tu avais fait lors du premier sommet avait vraiment eu un effet didactique en fait sur comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, ça concerne qui. Enfin, donc, franchement, ça avait été très éclairant et même encore régulièrement quand j'ai des gens qui viennent à moi pour voilà, qui se disent peut-être que je suis sur la mauvaise pente ou je sais pas quoi. Souvent, je leur offre ta vidéo pour que ils se disent bah c'est moi, c'est pas moi, oui, il faut que je fasse quelque chose pour que je Hmm. continue. Enfin voilà. En Donc fait, franchement. c'est très important parce que le burn-out, c'est vraiment la pathologie dont tu ne peux pas guérir si tu ne l'as pas comprise. Mm, Et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les patients, mais c'est vrai pour les soignants. On abordera certainement tout à l'heure l'aspect physiopathologique, tu vois, l'aspect inflammation cérébrale. mm, Si tu ne sais pas qu'il y a ça, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas mm, comprendre tous les bugs cognitifs, toutes les mm, modifications de comportement. Et très souvent, quand j'explique à mes patients ce qui se passe dans leur corps, ce qui se passe dans leur cerveau, ben, c'est une révélation parce qu'ils disent, ben, mm, enfin, je comprends. Je pensais que j'étais en train de devenir fou. Mais mm, non, vous n'êtes pas devenu fou, vous n'êtes pas folle. mm, Simplement, voilà ce qui se passe dans votre corps et voilà pourquoi ça ne répond plus. mm. Et bah du coup, ça me fait une transition parfaite pour reposer le décor. C'est quoi le burn-out concrètement? Alors, moi, je suis un adepte partiel de la définition de la haute autorité de santé. Alors, la haute Mhm. autorité de santé, elle te dit, le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental. Déjà, si on sait ça, c'est important parce que ça dit bien que c'est pas une fatigue passagère, ça dit bien que c'est pas des états d'âme. Bon. Elle nous dit que ça résulte d'un investissement prolongé. Ça aussi, c'est très important. Tu n'es pas en burn-out en 15 jours. Il faut 3 mois, 6 mois. Là où je Voire dis plusieurs années. Enfin, moi, voire ouais. plusieurs années quand tu as des personnes qui ont une physiologie particulièrement robuste, Mm, là où je suis moins d'accord, c'est que la Haute Autorité de Santé nous dit que ça résulte d'un investissement prolongé dans des circonstances de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, travail, ça veut dire qu'elle exclut ce qui est domestique. Or, on mhm, le voit très bien tous les jours. Le domestique intervient. Tu peux faire un burn-out parental, conjugal, familial. Et elle ne met l'accent que sur les conditions émotionnelles. Non, tu peux, si tu travailles 16 heures par jour physiquement, même si émotionnellement tu es bien, tu feras quand même un burn-out. Voilà. mm, Mais tu vois, il faut garder à l'esprit cette notion d'épuisement.
physique, émotionnelle et mentale. Et la deuxième partie est très importante, et là, elle pose aussi les choses, c'est que la HAS te dit que ça conduit, elle te parle d'une spirale même, hein, c'est important, tu vois, cette spirale, cette impression d'être aspiré, spirale qui conduit à la désinsertion sociale, professionnelle, familiale, et à la maladie somatique et à la dépression. Tu vois, ça, pourquoi c'est important? Parce que quand tu as quelqu'un qui ne croit pas au burn-out, et malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas au burn-out, y compris des médecins, tu les renvoies à cette simple définition. Quand c'est la haute autorité de santé qui te dit, voilà ce que c'est, ça rend malade, ça conduit à la dépression, ça conduit à l'isolement, eh bien, tu vois tout de suite à quoi tu as affaire. C'est pour ça que j'aime bien, même si elle n'est pas parfaite, j'aime bien cette définition. Ok. Et souvent, en fait, on a l'idée que le burn-out, ça arrive du jour au lendemain. Moi, je vois dans mon ancien boulot, en fait, bah voilà, il y a un tel qui arrive, enfin, qui vient plus au boulot, puis on dit, ah bah, il a fait un burn-out, quoi. Et on a cette impression que, bah voilà, il y a un jour, il se passe on-off, un jour j'allais bien, un jour j'allais pas bien, je tombe. Mm. Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on peut voir venir ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui surprend là? Ouais. Bah, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que la victime, elle est surprise parce qu'elle n'a rien vu venir. La Ouais. surprise, c'est un matin de ne pas se lever, ou Ouais. c'est de plus arriver à passer les vitesses dans sa voiture, de plus arriver à trouver le chemin pour aller au travail. Donc là, quand tu interroges ces patients, ils te disent, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'étais très bien jusqu'à présent. Donc oui, il y a un côté surprise. Sauf que, et c'est là l'intérêt d'être un peu informé, c'est que si on t'a dit avant, oui, mais tu sais, toutes les palpitations que tu as depuis 6 mois, tes problèmes de sommeil, ta mémoire qui rate un peu, ton irritabilité de plus en plus importante, ça, c'était des signes précurseurs. Bah, à ce moment-là, tu te rends compte que tu aurais pu le voir avant et qu'il s'est manifesté avant. C'est pour ça Mhm. que la HAS parle de cette spirale, Mhm. voilà, et que nous, on parle de phases, alors de 4 phases, de 5 phases, enfin peu importe. Freudenberger, il décrivait 12 phases, tu vois. Mais c'est Mhm. pour bien dire que les choses évoluent progressivement et qu'à chaque phase, tu as des signes qui te disent attention, il se passe quelque chose. Sauf que pour X phénomènes qu'on évoquera après, on ne les voit pas. Et Mhm. des résultats, ben, on est surpris, on se dit ah ben je comprends pas, pourquoi moi, pourquoi maintenant? C'est le Mhm. destin, c'est la fatalité. C'est tout sauf la fatalité. Ok. Et du coup, là, tu disais là, justement la question pourquoi moi, là? Est-ce que tout le monde peut être touché par le burn-out ou est-ce qu'il y a quand même des profils plutôt particuliers pour. J'ai une Alors, idée de la réponse, mais je préfère que tu le dises. si t'es un gros ramier, que tu fous rien de ta vie, tu vas pas faire de burn-out. Non. Alors, tu sais, il y a une phrase qu'on dit souvent. On dit le burn-out, c'est la maladie des forts. Et moi, le premier, j'ai beaucoup dit ça. Le burn-out, c'est la maladie des forts. Alors, pourquoi on dit ça? Eh bien, c'est pour contrer l'idée très répandue que le burn-out est la maladie des faibles. Non, le burn-out n'est pas la maladie des faibles. Mais le burn-out n'est pas que la maladie des forts. Et ça, c'est important parce que quand tu dis à quelqu'un, bah oui, vous faites un burn-out parce que vous êtes fort, mais que c'est une petite dame de 65 ans qui fait 1,54 m, 32 kilos, elle se dit, mais non, moi, je ne suis pas forte, je ne me reconnais pas. Donc, pour moi, la meilleure définition de la victime de burn-out, c'est très simple. C'est la personne qui donne tout, qui donne trop. Quand tu prends cette phrase et que tu la donnes à quelqu'un qui fait un burn-out et que tu lui dis, écoutez, la raison de votre burn-out, c'est que vous avez donné tout, vous avez donné trop, c'est 100% des patients qui se reconnaissent. Parce que le fondement, c'est ça. Oui, et c'est vrai que du coup, ça regroupe plusieurs. Euh, alors, je sais pas si on peut dire type de personnes, mais on va dire certaines caractéristiques Oui, euh, avec des gens qui peuvent être alors perfectionnistes ou. c'est ça, ça les regroupe sous cette Ouais. bannière de ceux Mm. qui ont trop donné, sans Mm. qu'ils soient identiques. Alors, tu Ouais. vois, classiquement, alors, on va revenir au fort, justement. Classiquement, la personne qui est dotée d'une très grosse physiologie, d'un très gros mental, voilà, qui est forte physiquement, qui est forte mentalement, elle, c'est une bonne cliente. Pourquoi? Mm. Ben, parce qu'elle, par nature, elle va donner beaucoup. Je Mhm. compare souvent avec les voitures. Si tu as une Ferrari, tu vas avoir un peu de mal à respecter les vitesses parce que ta Mhm. Ferrari, tu vas vouloir l'utiliser. Ben, Mhm. quelqu'un qui est fort physiquement et mentalement, c'est exactement pareil. Mais après, tu as des gens qui ne sont pas forcément forts,
mais qui sont surinvestis parce qu'ils adorent ce qu'ils font. Tu vois? Donc, si en plus ils sont forts et surinvestis, on sait que ça va être des champions pour dépasser les limites. Après, tu vas avoir les perfectionnistes. Le perfectionniste, c'est vrai que par nature, il va se surinvestir pour bien faire les choses. Il n'est pas forcément fort. Il va donner tout, donner trop. Les gens qui n'ont pas confiance en eux. Alors là, c'est différent. Eux, ils vont donner beaucoup, non pas pour atteindre la perfection, mais parce qu'ils ont peur de faire mal. Tu vois? Mais le résultat est le même. Ceux qui ne savent pas dire non, ça, c'est très souvent le cas. Quand tu poses la question à quelqu'un qui a fait un burn-out, est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez vous affirmer? Alors, le manque d'affirmation, le terme est toujours un petit peu tendancieux, parce que quand tu dis manque d'affirmation, les gens peuvent penser que c'est manque de caractère. Non, ce n'est pas manque de caractère. C'est que par nature, c'est des gens qui aiment bien faire en sorte que tout se passe bien. C'est eux qui vont faire l'effort supplémentaire que les autres n'ont pas fait pour arranger les choses, tu vois, pour mettre de l'huile dans les rouages. Bah, tous ces gens-là, ils se retrouvent sous la même bannière. Et puis, tu vas rajouter les collectifs, les fiables, ceux qui ont envie que ça marche, ceux qui aiment leur métier. Et je cite souvent une autre catégorie qui, elle, alors, ne se retrouve jamais quand on parle d'effort, c'est les gens qui manquent de compétences. Et ça, c'est dramatique parce que c'est des gens qui pouvaient être très forts dans leur précédent travail, par exemple, qu'on a promus parce que, bah voilà, pour bons et loyaux services, qu'on met un poste pour lequel ils ne sont pas faits, pour lequel ils ne sont pas formés, et qui vont s'épuiser pour essayer de donner le maximum, et qui vont finir par exploser, tu vois? Voilà. Ça, c'est typique, alors vraiment typique, des gens qui sont des très bons techniciens et qu'on promeut manager Par parce exemple. qu'on se dit, ah bah oui, bah, il va être bien là. Non, c'est un technicien. Et je cite souvent les entreprises dans lesquelles je suis allé où les plus belles réussites ont été que les très bons techniciens ont été promus à des postes d'experts et non Ouais. pas à des postes de manager. Tu vois? Comme ça, ils sont restés dans leur domaine d'expertise, de compétences, et ils ne se sont pas mis dans le rouge en allant apprendre des techniques managériales pour lesquelles ils ne sont pas faites. Après, ça peut aussi rejoindre des gens qui sont sur des prises de poste, quelqu'un qui change de boîte, Oui, qui oui, arrive bien sur un sûr. nouveau poste et qui n'est pas forcément bien accompagné Exactement, avec la culture exactement. d'entreprise ou des choses comme ça qui peut aussi C'est se retrouver dans ce cas-là. Ouais. c'est des gens qui vont devoir donner plus pour faire Mm. ce qu'on attend d'eux. Alors Ouais. après, c'est assez logique. La personne qui a une promotion, c'est qu'elle est bonne. Mm, Si mm, elle est bonne, c'est que bah, il y a des chances qu'elle soit investie, il y a des chances qu'elle soit performante. Bah, elle va vouloir reproduire la même chose, elle va vouloir donner satisfaction. Donc, tu vois, elle va se mettre dans le rouge très, très vite. Et ça, c'est terrible quand tu vois des gens qui sont très bons, mm, qui se brûlent, bah, parce qu'on ne leur a pas donné les clés, quoi. mm. Et alors du coup, là maintenant, enfin, franchement, c'est top pour les transitions. Parce que du coup, en fait, enfin, tu dis là, on se met dans le rouge, mais concrètement, comment ça évolue en fait le burn-out? Parce que tu as dit que ça durait sur du long terme. Comment ça évolue, de quoi on part et comment ça évolue au fur et à Bon, mesure? tu veux que je te cite toutes les phases du burn-out? Ouais, Voilà. alors le faire Bon, rapidement parce qu'on l'avait déjà fait bon, dans la première je vais le interview, mais faire. Alors, je vais le faire rapidement et donc je ne vais pas prendre les 12 phases de oui. Freudenberg, hein. Je vais t'épargner. Alors, classiquement, le burn-out, c'est 4 phases: alarme, résistance, rupture, effondrement. Moi, j'ajoute une autre phase au milieu, que j'appelle la phase de basculement, qui n'est ni plus ni moins que le début de la phase de rupture. Voilà, parce que quand tu prends les livres sur le burn-out et que tu vois la phase de rupture, dans sa description, elle est beaucoup, beaucoup trop large. En Mhm, phase de rupture, ce sont des gens qui vont encore bien, puis à la fin, ils mhm, s'effondrent. Et non, mhm, non, non, parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Bon. mhm, Alors, pour faire très simple, euh, la phase d'alarme, c'est quand tu es dans un état, ce qu'on appelle de surstress, c'est-à-dire de stress trop souvent, trop longtemps, pour trop de raisons, trop intense. Ça, c'est le surstress, c'est la phase d'alarme. Cette phase d'alarme, on dit que tu es dans la phase d'alarme quand tu ressens au moins 2 symptômes depuis un mois, 2 symptômes qui font partie des 132 symptômes, je vais t'épargner là aussi, qu'on connaît, qui sont les signes physiques, les signes cognitifs, les signes comportementaux, motivationnels et émotionnels. Voilà. Alors, ça va très vite, hein. Il suffit que depuis un mois, tu dormes pas bien et tu sois fatigué, tu as déjà tes 2 symptômes. Voilà. mhm. Donc, 2 symptômes depuis plus d'un mois, tu es en phase d'alarme. Ok. Tu as des symptômes, tu consultes ou tu consultes pas, tu te dis ça va passer. Bon. Si tu continues 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va se passer un processus très curieux, c'est que ces symptômes qui t'embêtaient un peu, ils vont disparaître.
Et curieusement, ils vont disparaître alors que tu travailles plus. Et là, tu es rentré dans ce qu'on appelle la phase de résistance. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ton organisme, pour tenir le rythme, tu es devenu un marathonien de l'effort, Mhm. ton organisme a augmenté sa synthèse de cortisol et tu es dopé par ton cortisol. Mais ton Mhm. cortisol, du coup, il masque tes symptômes. Et là, quand tu es dans cette phase, tu vois rien parce qu'en fait, tu vas bien. Mhm. L'entourage voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toi, tu vas bien. Donc, tu continues à travailler. Et puis, tu vas arriver à la fin de cette phase de résistance et tu rentres dans ce que classiquement on appelle la phase de rupture. Et moi, je dis d'abord, tu rentres en phase de basculement. Le basculement parce que ça te bascule. C'est-à-dire que les symptômes que tu sentais au début, pas très très fort, mais que tu sentais quand même, là, ils reviennent très fort, longtemps, plus nombreux, associés, plus persistants. Ça, c'est un signe typique. C'est même ça qui va interpeller. Et Mhm. puis, quand tu poses la question à ton patient, et au niveau du rendement du travail, il te dit, ah, bah, je suis moins productif. Mhm. Ce qui est Je travaille curieux, plus et ouais, je c'est travaille plus et puis exactement je suis moins ça. productive. C'est exactement ça. Je travaille plus et je produis moins. Mhm. Donc là, tu sais que les gens sont en période de basculement. Donc là, il y a plein de choses qui vont se passer. La peur d'aller se coucher, voilà, la peur de ne pas dormir, la peur du lendemain, euh, le côté je me replie sur soi, ça qui est très net. Et ces gens-là, s'ils ne réagissent pas, eh ben, leur cortisol va finir par s'effondrer et ils vont arriver à la phase de rupture. La phase de rupture, ben, c'est la phase où tu n'avances plus. Là, Mhm. c'est même plus je passe du temps et je produis pas beaucoup, c'est je passe beaucoup de temps et je produis rien parce que j'ai Mhm. le cerveau vide. Puis à la fin, c'est l'effondrement. Voilà, les 5 phases, c'est ça. Et ce qui est important, c'est que faut comprendre que derrière, ce qui est sous-tendu, ce sont des mécanismes biologiques, tu vois, le cortisol qui monte, Ouais. qui coule, Mhm. et, j'insiste tout le temps, une inflammation de l'organisme, et notamment une inflammation du système nerveux, qui va expliquer tous les troubles cognitifs. Et qu'est-ce qui fait du coup que c'est si difficile d'avoir conscience là de ce chemin-là là, qu'on peut vivre? Alors, la difficulté, elle est à 2 niveaux. Elle est à la phase de résistance, donc la phase Mhm. numéro 2, Ouais. et à la phase numéro 4, en phase de rupture. Mais pas pour les mêmes raisons. Mhm. En phase de déni, donc phase de résistance, qu'on appelle aussi déni-habituation, hein, ça dit bien ce que Mhm. ça veut dire, tu as 3 raisons qui vont expliquer l'état dans lequel tu es. Tu vas avoir l'emballement du cortisol qui fait que tu es shooté, hein, tu Mhm. es drogué hein, de toute façon. Ouais. Donc, quelque part, ça masque les symptômes, quelque part, ça te booste, et quelque part, ça t'excite. Il suffit de Mhm. regarder autour de toi quand tu as des personnes que tu connais qui ont eu un traitement de cortisone pour n'importe quoi, pour de l'asthme ou pour des douleurs. Les gens, ils te disent, ah, je suis à cran, je peux plus dormir, il Mhm. ne faut pas me Ouais. parler parce que je bouffe tout le monde. Tu vois? Ben là, c'est Mhm. ton propre cortisol qui fait ça. Mhm. Donc, tu as cet état-là, déjà. Tu as un Mhm. deuxième mécanisme qui est un mécanisme psychologique qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que tu te coupes de toutes les informations qui remontent de ton corps. Ton corps, il passe son temps à t'envoyer des informations. C'est bien foutu, hein, faut le Mhm. reconnaître. C'est-à-dire que si ton cœur bat trop vite, ta respiration est courte, si émotionnellement tu n'es pas bien, ton organisme, ton cerveau envoie des informations qui te disent, attention là, mon ami, il se passe quelque chose. Et bien ça, tu ne les écoutes plus. Mhm. Dissociation, déconnexion avec toi-même. Et la troisième raison, c'est une raison comportementale. C'est que de toute façon, tu as décidé que tu n'écouterais pas. Tu as décidé qu'il fallait finir cette mission, tu as Mhm. décidé que tu respecterais les deadlines, tu as décidé que tu voulais que ton boss soit content de toi, Mhm. et résultat, tu te tues au travail. Et tu y Ouais, vas. c'est Tu y vas. ouais, c'est ce qui explique en fait que les gens veulent tenir coûte que coûte en fait, quoi qu'il arrive en Exact, fait. mais oui, exactement. Alors, Que quoi qu'il en coûte quelque part, je ouais, continue quoi alors qu'il ils sont un peu excusables parce en coûte. que leur cortisol les aide pas à être lucides. Mhm. Et puis parce qu'il y a ce phénomène de dissociation qui est inconscient qui fait ça. Voilà. Dans la phase de rupture, c'est un peu différent. Dans la phase de rupture, c'est pas le déni, c'est la perte de lucidité. C'est-à-dire que là, tu n'es plus du tout en capacité de voir ce qui se passe. Tu vois, Mhm. c'est encore autre chose. Ouais. Alors, Ouais, c'est ouais. d'autant plus grave parce que Mhm. là, les gens sont encore plus avancés dans le processus et ils sont incapables de s'arrêter. Mhm. Et peut-être qu'est-ce qui peut, enfin, qu'est-ce qui les empêche de s'arrêter en fait à ce moment-là en fait? Alors, ben, il y a le fait qu'ils sont pris dans une machine infernale. Tu sais, Ouais. l'image qu'on donne souvent, alors quand on fait des exposés, des conférences, des bouquins, tout ce que tu veux, c'est l'image du hamster dans la roue. Mhm.
Et c'est vrai qu'elle va bien, cette image, parce que tu as le hamster dans la roue, pour qu'il arrive à arrêter le processus, c'est pas simple. Donc, déjà, tu as une espèce d'auto-excitation, hein, on appelle ça un emballement, une autocompensation. Le problème, c'est que tu as aussi d'autres mécanismes psychologiques qui se mettent en route. Mais si je m'arrête, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais avoir honte. Tu vois, ce qu'on dit toujours, c'est que les trois freins à l'arrêt, c'est culpabilité, honte, peur. Et ça, c'est aussi important. Et tu vois, ce qu'il faudrait, c'est que tous les managers, tous les chefs d'entreprise savent ça. C'est que souvent, un chef d'entreprise ou un manager, quand tu fais une conférence en entreprise sur le burn-out, il te dit, mais docteur, allez, vous pouvez bien me le dire à moi. Les gens qui font des burn-out, c'est des feignants. C'est des gens qui ont envie de s'arrêter, ils ont envie de prendre des vacances. Et quand tu leur dis, mais non, c'est exactement l'inverse. Et quand tu leur dis, nous, médecins, quand on propose un arrêt de travail à quelqu'un qui est en burn-out, la réponse, 9 fois sur 10, c'est non. Non, pourquoi non? Parce que j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être sanctionné, j'ai peur d'être trahi, hein, c'est aussi pour ça qu'ils n'en parlent pas à leurs collègues. J'ai honte, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que mes collègues, mes collaborateurs, mes équipes, mon manager, mon patron va penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Et puis, la peur pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être placardisé, je vais être sanctionné, etc. Tu vois, ça, c'est important parce que c'est un des vraiment, un- vraiment l'erreur que font beaucoup de gens dans l'entreprise, c'est de ne pas comprendre l'état d'esprit dans lequel est la personne qui va s'arrêter, à qui on demande de s'arrêter. Et d'ailleurs, il y a un moyen très simple de les convaincre. C'est que tu leur dis, ben, alors c'est faisable quand c'est une petite entreprise, tu leur dis, ben, réfléchissez, pensez au dernier cas de burn-out que vous avez eu. C'était des feignants? C'était des mauvais? C'était des tirs au flanc? C'était des gens qui voulaient des vacances? Et ils vont te répondre, bah non, c'était des très bons. Et ben alors, voilà, ils vont te dire, c'est des gens sur qui j'ai toujours compté, des gens qui faisaient plus que bien leur travail. Voilà, donc non. Mais on a besoin tu vois, d'exemples concrets pour qu'ils comprennent. Et c'est vrai que enfin, moi, j'ai aussi enfin, quand j'ai des clients qui viennent à moi, souvent, ils me disent aussi, non, mais je suis juste un peu fatiguée, en fait, je vais pas m'arrêter pour ça, quoi, en fait. Enfin, c'est bon, c'est juste une petite fatigue, en fait. Donc, ils se disent, bah, effectivement, enfin, je vais pas lâcher juste parce que je suis fatiguée, quoi. Alors Mm. qu'ils auraient une fracture des deux bras dans le plâtre, machin, bah, ils seraient bien obligés de s'arrêter. Et ça, ils le comprennent. Par contre, juste, je suis un peu fatiguée. Alors, mais Mm. après, c'est réducteur quand ils se disent qu'ils sont Mm. juste un peu fatigués. Ce que tu nous as expliqué, en fait, il y a plein de mécanismes derrière qui font qu'ils sont pas juste un peu fatigués. Et eux, c'est ce qu'ils ressentent, en fait. Je suis Oui. juste un peu fatiguée, je vais pas m'arrêter pour ça, quoi. Alors, il y a les trois mécanismes. Donc, il y a le Mm. déni qui fait ça. Ouais. Et puis, il y a le fait, et tu vois, tu parles de la jambe cassée, ça c'est un Mm. excellent exemple, c'est qu'ils te disent, parce que tu prends toujours cet exemple, tu dis, mais Mm. écoutez, si vous aviez une jambe cassée, vous arrêteriez. Et ils te répondent, oui, mais si j'avais une jambe cassée, tout le monde le verrait. Mm. Mm. Et je Ah pourrais ouais. le revendiquer. Mm. Et Mm. on me plaindrait, et on viendrait signer sur mon plâtre, bonne chance Elisabeth, tu vas t'en sortir, bien reviens vite avec nous. Mm. Alors qu'un burn-out, c'est Mm. comme une maladie honteuse. Et Mm. c'est là que tu retrouves le poids des idées reçues. Burn-out, faiblesse. Mm. Donc, on va penser que je suis faible. On va penser que je suis plus fiable. On va penser que je suis fragile. Donc, je ne Mm. pars pas. Et tu parles, parce que la dernière fois, tu avais parlé aussi, enfin, tu avais parlé avant le burn-out, en fait, il y a le burn-in. Et Ouais, j'avais bien aimé, en fait, parce que, enfin, j'avais bien aimé, pas le burn-in, mais, mais ton explication en fait, il se passe quelque chose dans mon cerveau, en fait, ouais. et je suis en train de brûler mon cerveau, quoi, en fait. Alors, Si en tu fait, peux nous dire c'est ça. encore. C'est que. Alors, c'est le distinguo burn-in, burn-out, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus et qui correspond bien à la réalité. Après, on n'est pas tous d'accord sur les phases qui incluent le D'accord. burn-in. Mais en fait, pour faire simple, burn-out, c'est effondrement. Burn-out, c'est les deux dernières phases. C'est la phase de rupture. C'est quand tu crois que tu es encore capable de travailler, mais tu produis plus, tu as des symptômes énormes. Et bien évidemment, c'est l'effondrement quand tu peux plus te lever de ton lit. Et ce qui est avant, c'est le burn-in. C'est quand tu es en sur-régime, que tu produis plus. Parce que au début, quand tu es en phase de résistance, tu es déjà en train de monter le niveau. Tu es déjà
en train de commencer ta consommation, tu vois, Mmh. mais tu produis beaucoup. Et là, les gens, ils se sentent invulnérables. Ils sont Mmh. bourrés de cortisol, ils sont très bons, ils sont très pertinents parce que tout, tu vois, tous les voyants sont ouverts, mais ils sont déjà dans le burn-in. Et la phase de basculement, c'est le bout du burn-in. C'est-à-dire que là, bah, ça y est, tu as donné le maximum que tu pouvais donner, et là, tu vas commencer à passer de l'autre côté et à t'écrouler. Donc du coup, en fait, le burn-in, c'est qu'on est encore efficace dans ce qu'on fait? Le burn-in, tu es en train de brûler, tu Ouais, vois, mais tu tu es encore as efficace, hein? déclenché le processus d'inflammation, mais il ne te pénalise pas encore. Ouais, OK. C'est après, Et quand tu commences à perdre en efficacité, en fait, voilà, donc tu es en ça va train, te... t'es en train de brûler, tu es en train de brûler, et puis ben, il y a un moment où là, ce que tu as brûlé, donc c'est les structures Mmh. cérébrales, hein, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex préfrontal, et quand elles sont trop atteintes, et ben là, tu peux plus, et là, tu bascules et tu passes côté burn-out. Voilà. Mmh. Pour moi, c'est ça, en fait, c'est tant que tu arrives à produire encore, tu es en burn-in. Mmh. Tu vois, tu vas prendre l'image d'un barbecue, hein, tu as les braises au départ, voilà, et elles brûlent gentiment, et puis après, il n'y a plus rien. Et ben, c'est exactement ça. Mmh. Tant qu'il y a de la braise, ça produit, tu produis de la chaleur. Quand il n'y en a plus, quand c'est à l'état de cendre, tu produis rien. Ben, notre cerveau, à un moment donné, il tombe à l'état de cendre. La particularité, c'est qu'on peut faire le chemin inverse et on peut le réparer. On peut raviver les cendres. Voilà. Ouais, alors du coup, bah, c'est là, en fait, que je voulais, ce sur quoi je voulais qu'on insiste aujourd'hui, c'est justement parce que là, tu nous as parlé que il y avait des phases où finalement on perd soit notre lucidité selon la phase, ou soit on est dans le déni, en gros. Comment du coup réussir à faire demi-tour? Parce que quelque part, j'écoute pas mes symptômes, enfin, j'écoute rien, ou j'ai plus la lucidité. Comment on peut faire du coup demi-tour? Il faut écouter les autres. Parce que, en fait, en phase de déni, comme tu es dans le déni, comme le nom l'indique, tu ne peux pas avoir le recul suffisant pour dire, ah oui, il y a quand même quelque chose qui va mal. Ceux qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'entourage, c'est l'extérieur. Pourquoi? Parce que eux, et ça c'est vraiment le maître mot dans le burn-out, eux, ils vont voir des changements. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des 132 symptômes. C'est vrai, quand on est clinicien, on dit voilà, symptômes de ceci, symptômes de cela, etc. Bien sûr, la fatigue, c'est un symptôme, l'insomnie, c'est un symptôme, les palpitations, c'est un symptôme. Mais ce qui nous importe surtout, c'est les changements. Et c'est là que l'entourage intervient. Parce que quand ton entourage te dit, mais attends, je comprends pas, d'habitude, tu adores, toi, dis ça à un jeune père, d'habitude, tu adores être avec les enfants, tu vas les embrasser le soir, tu vas leur lire une petite histoire, et là, tu veux même pas les voir, tu retournes dans ton bureau pour travailler, tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Alors là, si en plus le mari répond à son épouse, commence pas à me casser les pieds, donc il s'isole, et en plus, il est irritable, il est désagréable, etc. Et si en plus, il part avec son paquet de cigarettes et son verre de whisky, allez hop, tu vois, c'est qu'il est parti dans les addictions qu'il est. Ben, c'est tous ces changements. Tu vois, et je parle par exemple de la cigarette. Quand tu as des personnes qui se sont arrêtées de fumer depuis 10 ans, et puis que le conjoint, la conjointe dit, bah voilà, mon mari et ma femme s'est mise à refumer un paquet de cigarettes par jour, là, tu te dis, ça, c'est un changement. Donc en fait, toi, tu peux pas t'en rendre compte parce que toi, tu vas toujours arriver à te justifier. Toujours, 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 toujours. Avec la meilleure mauvaise bonne foi. Tu vois, meilleure Ouais. mauvaise bonne foi. C'est-à-dire que tu es de bonne foi de ton point de vue, mais vu de l'extérieur, tu es de mauvaise foi. Alors, je raconte souvent l'anecdote d'un patient qui a toujours dormi 8 heures, et puis un jour, sa femme réussit à l'attraper, me l'amener, et il me dit qu'il dort que 4 heures. Et je lui dis, mais vous m'avez dit que vous avez toujours dormi 8 heures, et aujourd'hui, vous me dites 4 heures. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis alors, mais avec la meilleure bonne foi, il te dit, ah mais non, mais ça doit être génétique. Ma grand-mère était une petite dormeuse, elle a toujours dormi 4 heures par nuit. Tu vois, c'est ça en fait, c'est arriver à se mentir parce que on ne veut pas, on veut finir la tâche, on veut pas trahir, on veut être fiable, etc., etc. Donc, si tu n'as pas l'entourage qui intervient et qui dit, là, il faut faire quelque chose, eh ben, ces gens-là, ils restent, tu vois, dans leur déni, ils restent dans leurs symptômes, et ils vont arriver beaucoup plus tard. Ils vont finir par arriver, mais beaucoup plus tard, avec Et du plus coup, de risques de séquelles. ouais. En fait, plus on tarde à faire demi-tour, et plus les séquelles peuvent être importantes, et le temps pour faire demi-tour peut être aussi Alors, important. c'est exactement ça. D'abord, le temps. Tu vois, c'est que avant même d'envisager les séquelles, c'est le temps pour inverser la vapeur. C'est-à-dire que tu es tellement pris dans une espèce de folie que bah, tu veux plus t'arrêter de moins en moins.
que ça va être encore plus difficile de prendre la décision ou d'accepter l'injonction du médecin de t'arrêter. Mmh. Et puis surtout, bah, tu as plus abîmé l'organisme. Donc pour réparer, ça va être plus difficile. Et du coup, tu t'exposes à un risque de séquelles plus important. Mmh. Et du coup, là, parce que tout à l'heure, tu parlais bien de ce que la personne ressent là, au niveau de la honte, de la culpabilité. Hem, Comment du coup réussir à dépasser ça selon toi? C'est alors après, c'est chaque thérapeute qui le fait à sa façon. Moi, la meilleure façon que j'ai trouvé de dédramatiser les symptômes, même quand ils sont terribles, Mmh mh. c'est de dire aux patients qu'ils sont normaux. C'est-à-dire que de dire: «Vous avez honte?» bah, c'est normal. «Vous avez peur?» C'est normal. «Vous dormez plus?» C'est normal. «Vous n'arrivez plus à retrouver le chemin du travail?» C'est normal. Si vous n'aviez pas ces symptômes, vous ne seriez pas en burn-out. Mmh. Donc tous les symptômes que vous me décrivez montrent que vous êtes dans le tableau de marche, montrent que oui, vous êtes inscrit dans un processus de burn-out et qu'il va falloir faire quelque chose. Et vous allez pouvoir me citer 50 autres symptômes, je vous dirai que c'est normal parce que tout ça, c'est cohérent. Tu vois, alors, tu as un très bon Mmh. exemple, c'est quand les patients s'arrêtent, quand tu les arrêtes, alors qu'ils ont résisté, tu les arrêtes, tu as des grandes chances qu'une semaine après, ils t'envoient un mail en te disant: «Je vous maudis, j'aurais jamais dû m'arrêter, c'est une véritable descente aux enfers, c'est encore pire». Et là, tu leur dis: «Merci, je suis très heureux que vous alliez très mal parce que ça veut dire que vous avez lâché». Alors, bien évidemment, tu vas l'expliquer, tu vois? Mmh Mais j'ai mh. eu l'exemple hier d'une dame que j'adore, qui est une psychologue hyper investie, qui Mmh. a enfin accepté de s'arrêter. Et là, on refait le point un mois après et c'est l'horreur. Mmh. Sauf que une fois que tu lui expliques, elle comprend pourquoi elle est comme ça. Et Mmh mh. surtout quand tu lui dis: «Mais vous imaginez quand même pas que je vais vous laisser retourner travailler la semaine prochaine. Donc ne Mmh. vous inquiétez pas. Vos symptômes prouvent que vous êtes dans le tableau de marche. C'est un Mmh mh. passage obligé. Il faut les accepter et c'est le prérequis pour aller mieux derrière». Alors, l'exemple mieux, c'est de dire quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous coupez le moteur, vous vous arrêtez, donc vous perdez du temps, vous dépensez de l'argent, mais c'est le prix à payer pour redémarrer. Ben là, c'est Mmh. exactement pareil. Et une fois que tu as expliqué, et j'en reviens, tu vois, à ce qu'on se disait au Mmh tout mh. début, une fois que tu as expliqué, une fois que tu as expliqué aux patients vos symptômes, l'enchaînement des symptômes, que tout ça c'est logique, c'est normal, c'est cohérent, c'est physiologique, aucun problème, ils acceptent. Voilà. Mmh. Donc tout est là, tout est l'histoire, c'est de dire aux gens, pour qu'ils acceptent, de dire aux gens que ce qu'ils vivent, c'est typique du processus de burn-out. Et tu vas rassurer tout le monde. Et Mmh mh. combien de fois des patients me disent, mais t'écrivent après la consultation en disant, mais je pensais que j'étais dingue, quoi. Mmh. Et non, merci, parce que je suis pas dingue. Mais non, vous n'êtes pas dingue, vous êtes tout sauf dingue. Vous avez juste épuisé vos capacités cognitives. Et oui, aujourd'hui, vous avez un QI de bulot, quoi. Mmh mh. Mais c'est que momentané. Oui, alors ça, c'est aussi, intéressant parce qu'effectivement les gens quand ils sont, au niveau de l'effondrement ou un peu juste avant, effectivement, ils ont l'impression d'avoir un QI de huître ou de bulot, ouais, comme tu dis et ils se disent: «Mais en fait, je suis devenu, alors qu'ils étaient hyper brillants avant, en fait, je Oui, suis moins que rien, je sais même plus réfléchir, quoi, en fait, ouais, mais c'est normal. et C'est mais normal. et par contre, c'est réversible, en fait, Alors, comme c'est tu disais. réversible, bien sûr, c'est réversible. Mais c'est pour ça qu'il faut expliquer que c'est Mmh, normal et il faut expliquer à quoi c'est dû. Tu vois? mmh, Alors, je vais faire caricatural. Le cortex préfrontal, tu deviens bête comme une poule. Alors, mmh mh, je dis ça parce que c'est l'expression que les patients emploient le plus souvent, alors que les poules peuvent être très intelligentes. mmh mh, Quand c'est l'hippocampe qui est attaqué, tu as la mémoire d'un poisson rouge, mmh, et quand c'est l'amygdale, bah, tu as peur de ton ombre. Voilà. En gros, c'est ça, si tu veux. mmh mh, Donc, tu vois quelqu'un très courageux, très investi, le premier à partir à l'attaque, tu vois, mmh. dans le travail. Ouais, ouais. Quand Mmh son amygdale est attaquée, il est incapable de prendre une décision. mh, Incapable. Et il ne comprend pas. Alors, si en plus il y a de l'émotionnel, c'est foutu. Tu vois? mmh, Mais ça peut être simplement choisir la prochaine école des enfants. mmh mh, Ah, je veux que mes enfants soient bien dans la prochaine école parce que celle actuelle, elle n'est pas terrible. Il y a de l'émotionnel, il y a une décision paralysée. Voilà. mmh, Quand tu montres
sur une slide, bah, regardez, c'est votre cortex préfrontal, c'est votre amygdale, c'est votre hippocampe. Bah, OK. Maintenant, on va leur laisser le temps de cicatriser. Le problème, c'est qu'un cerveau, ça met un peu plus de temps à cicatriser qu'un fémur. Donc, Mmh. donnez-vous le temps. Mmh. Ouais, j'aime bien cette notion de temps là, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner juste quelques chiffres là de combien de temps? Alors même si chaque cas est différent, mais Alors, juste pour remettre un peu le contexte. je vais donner un chiffre, mais qui va faire peur, mais je vais Mmh. le donner quand même. Alors, deux choses. Deux choses. La durée moyenne d'arrêt de travail, alors pas en France, parce qu'en France, on n'a pas de statistiques fiables, mais en Belgique, c'est 14,6 mois. C'est pas rien, hein? Tu Mmh. vois, c'est pas 15 jours. Bon. Ouais. Et après, la phrase qu'on emploie toujours, c'est qu'on met autant de temps pour remonter qu'on en a mis pour tomber. Mmh. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui se disent non, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, en fait, sans le savoir, elles sont en train de rallonger la durée de convalescence. Tu vois? Mmh. Voilà. Alors, après, on en revient à ce qu'on disait au tout début. Ça dépend de ta physiologie. Est-ce Mmh. que tu es un costaud? Est-ce que tu as des glandes surrénales en béton armé ou pas? Est-ce que tu as en général un bon sommeil ou pas? Enfin, tu vois, il y a plein de Mmh. paramètres qui interviennent. Ouais. Mais de toute façon, l'unité de mesure, c'est le trimestre. Tu Mmh. vois? Quelqu'un Mmh. qui s'arrête moins de 3 mois pour un burn-out, alors oui, il peut avoir une physiologie hors norme qui le lui permet. Le risque, c'est qu'il est retourné un peu trop vite travailler et que tu retournes trop vite travailler, c'est 60% de rechute dans les 2 ans. Tu vois? Mmh. Déjà, en temps normal, c'est 25%, mais si Mmh. tu retournes trop vite, c'est 60%. Ok, donc là, on va dire, on imagine, ils ont pris conscience qu'il y avait un truc, qu'il fallait qu'ils agissent. Ça va être quoi les grandes étapes pour pouvoir faire demi-tour là? Par lesquelles il va falloir qu'ils passent? Alors, la première étape, eh ben, c'est de consulter. Alors, je Mmh. dis ça, mais ça paraît une évidence, mais ça n'en est pas une, Mmh. puisqu'ils refusent très souvent. Donc, la première étape, alors là, je le dis à tous les accompagnants de patients en burn-out, soyez un peu manipulateurs. Ça veut dire que il est très rare qu'un patient vienne avec son conjoint en disant, voilà, je viens parce que je suis en burn-out, mon mari, ma femme a diagnostiqué un burn-out. Non, ça c'est très rare. Ça va plutôt être, je viens parce que j'ai moins de mémoire qu'avant. Ah, puis ça m'embête. Je viens parce que je suis plus fatigable, parce que je dors moins bien. En fait, ce qu'il faut, c'est que dans l'entourage, on évite de poser le diagnostic burn-out, parce qu'il va être Mmh. réfuté tout de suite, mais Mmh. plutôt, on se concentre sur les Sur le changements. symptôme. Tu vois, les fameux Ouais. changements. Ah, mais Mmh. oui, c'est vrai, tu me fais beaucoup répéter, là. Je te l'ai déjà dit 3 fois et tu l'as oublié. Mmh. Et là, si la personne en face est honnête, elle va dire, ah oui, c'est vrai que c'est moins bien que d'habitude. Ah ben attends, Mmh. viens, on va aller consulter le médecin pour voir si on peut faire quelque chose. Tu vois, Mmh. la première chose, c'est ça. C'est que il faut former l'entourage, alerter l'entourage pour que l'entourage puisse intervenir. Après, l'étape incontournable, c'est l'arrêt de travail. Tu ne peux pas te guérir d'un vrai burn-out, d'un burn-out avancé si tu n'as pas un arrêt de travail. Ça sera un arrêt qui sera long. Voilà, quand je dis l'unité de mesure, c'est 3 mois. Mmh. Ça peut être 6, ça peut être 9, 12. Voilà. L'arrêt de travail, après, il y a toute une stratégie pour faire accepter l'arrêt de travail, hein. C'est que la personne, en général, elle ne va pas vouloir. Mmh. Donc, tu ne vas pas imposer un arrêt de 3 mois d'emblée. Ouais. Tu vas te dire 15 jours. Mmh. Alors, jamais une semaine. Pourquoi pas une semaine? Parce que si tu t'arrêtes une semaine, voilà, on t'arrête du lundi au lundi suivant, bah, tu peux être sûr qu'à partir du mercredi d'arrêt, tu commences déjà à penser au lundi suivant. Et comme tu as un peu commencé à décompresser, ce lundi suivant, tu le vois comme ça, c'est l'horreur parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc, c'est un arrêt d'une semaine, c'est contre-productif. La personne n'a pas le temps de décompresser et elle n'a pas vraiment le temps de prendre conscience du besoin de l'arrêt. Donc, c'est 15 jours. Première semaine, ça décompresse. Deuxième semaine, on commence à ouvrir un peu les yeux, on devient un peu lucide. Et à ce moment-là, derrière, tu rajoutes 15 jours ou plus 1, 2, 3 mois éventuellement. Pendant cet arrêt, il ne faut pas être trop ambitieux. C'est-à-dire que si à peine ton patient est en arrêt, tu lui dis c'est psychologue, c'est coach, c'est ceci, c'est cela, il va te dire non. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il est saturé, il Il a est besoin de se reposer. épuisé. Mmh. Mmh. Regarde-toi avec tes propres Mmh. clients, rien que de prendre un rendez-vous, ça peut être Mmh. la croix et la bannière.
Donc, si tu leur dis, vous allez appeler Madame Untel, Monsieur Untel, pour ça, 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 c'est non. mm, Donc, tu leur dis, on va rien faire, on va se poser. Vous allez dormir, vous allez faire la sieste, ça c'est indispensable. Vous allez marcher et vous allez manger. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est lâcher, bouger, comprendre, traiter. Donc, mhm, déjà, on lâche. On ne passe pas son temps sur son téléphone. On ne passe pas son temps à regarder ses mails. Alors, s'ils le veulent, pourquoi pas? Mais mhm, ceux-là, on sait que c'est parce qu'on va les arrêter 3 mois. Donc, on les mhm, laisse regarder leurs mails pour bien se dégoûter. Et c'est ce mhm, qui passe souvent, parce qu'ils voient les mhm, mails arriver, 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 et au bout d'un moment, ils ont la nausée. Donc, on va leur foutre la paix, et au fur et à mesure qu'on va sentir l'envie revenir, ben là, tu vas commencer le travail. Un mhm, travail d'explication, alors qui peut être fait par le médecin ou par le psychologue. L'histoire, c'est qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Ben, vous avez fait un burn-out. Quelquefois, tu as des burn-out qui ne sont pas des burn-out, qui sont des syndromes d'épuisement, qui sont des syndromes de stress post-traumatique. Tu vois, quand il y a mhm, eu un harcèlement. Puis après, tu peux avoir les deux, bien évidemment. mhm, Et tout ça, tu vas l'expliquer. Et tu vas expliquer pourquoi ça a été possible. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait un burn-out. Oui, mais pourquoi je l'ai fait? Ben, vous l'avez fait parce que vous travaillez trop. Et pourquoi vous travaillez trop? Parce que vous ne savez pas dire non, parce que vous ne vous écoutez pas. Parce que, voilà. Donc, tout mhm, ça, c'est des choses qui sont importantes. Et parallèlement, bah, tu vas travailler sur la nutrition, sur la micronutrition, parce que tu vas apporter la matière première pour que ces personnes refabriquent leurs neurotransmetteurs, désenflamment leur cerveau, refabriquent leurs hormones. Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, quand tu vas commencer à penser un peu à repartir au travail, c'est là que le coach est important, parce que lui, c'est vraiment celui qui va rebrancher la personne dans la vie active. Tu vois? mhm, Alors, il peut intervenir avant sur les phénomènes d'explication, mais le coach, ce n'est pas son job d'aller travailler sur le fait que le petit enfant de 4 ans, il mhm, est comme ça, et carrément. que, etc. Tu vois? Et on en revient aussi à la notion de complémentarité. Mhm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, penser qu'on peut traiter un burn-out tout seul, qu'on soit médecin, coach, psychologue ou autre, c'est illusoire. Tu vois, il faut mhm, vraiment être tous ensemble. Et chacun a son temps. Et moi, je ne mhm. vois pas les patients très souvent. Mais je sais qu'entre-temps, ils vont être pris en charge. Il y a un travail de fond qui est fait d'abord par les psychologues, après par les coachs, après par les deux ensemble. Ouais, moi, j'ai eu effectivement des clients comme ça où on alliait à la fois la psy, le côté psy et le côté coach en parallèle, en fait. Mm. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des fois où ils me disaient, ah ouais, ça, je l'ai vu Mm. avec ma psy. Et puis là, maintenant, en fait, avec toi, on Mm. va un peu plus loin pour passer à l'action, Mm. pour le mettre en application. Exactement. C'est On vrai que c'est passe à très l'action, complémentaire, en fait. Ouais. bien sûr. De toute façon, on en revient toujours à la compréhension. Mm, Si tu comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi tu as vécu ça, pourquoi tu as accepté l'inacceptable, mm, pourquoi ton chef qui t'insulte, t'accepte qu'il t'insulte, et si tu fais pas le lien avec le fait que bah, malheureusement ton père était comme ça mm, et mm, ne te parlait qu'en criant et que en te traitant de tous les noms quand tu avais des mauvaises notes, ben, tu vas reproduire après, tu vas mm, faire la même chose. Tu vois, d'où l'importance à chaque étape de faire un travail qui va faire avancer. Le but étant, d'une part, de guérir le plus vite possible, et mm, d'autre part, de ne pas rechuter. Parce que si mm, tu reproduis les mêmes choses, c'est pas la peine. mm. Oui, parce qu'effectivement, si t'as pas appris à dire non, il y a de fortes chances que quand Et oui, tu et tu ne retrouves. peux apprendre à dire non Mm. que si tu sais pourquoi tu dis pas Pourquoi? non. Ouais. Tu vois, Mm, mm, tout est là. Et c'est ça qui est important. Et ça paraît, quand on parle de psy, alors les choses ont bien changé, hein, parce que tu sais, moi, quand je me suis installé il y a 38 ans, quand tu envoyais le patient chez le psychologue, une fois sur deux, il te répondait, mais je suis pas fou. mm, Mais attendez, les psychologues ne soignent pas les fous. mm, Bon, mm, là, aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Et les patients sont plutôt contents d'essayer de mm, comprendre les mécanismes intimes, tu mm, vois, de leur fonctionnement qui font qu'ils ont accepté ce qu'ils n'auraient jamais dû accepter. mm. Moi, c'est top. Enfin, c'est top. Les explications quoi, sont top. Après, Ouais, à je vivre, sais. c'est pas forcément top, mais. Alors, ben, tu dis mais- ça, alors, ben, tu le dis. Bien évidemment, c'est pas top. Bien mm, évidemment. Euh, à une époque, je faisais des conférences qui s'appelaient I Love Burnout. C'était un mm, clin d'œil, hein. mm, Mais ce qu'il faut faire en sorte, à partir du moment où on le vit, il faut essayer ben, d'en tirer le plus de profit possible.
tu vois? Et c'est pour ça que je dis souvent que le burn-out, c'est une façon de redistribuer les cartes de ta vie. Mm, C'est-à-dire, c'est peut-être que pour la première fois, tu vas aller te pencher sur ce que tu as vécu enfant, comment mm, tu t'es construit, l'impact de tes échecs, tu vois? mm, Ça, c'est très, très, très souvent. Tu vois des gens qui n'ont pas traité des choses qu'ils ont vécues, et du coup, ils ne peuvent pas comprendre à quel point et pourquoi ils mm, retombent sous emprise. Les psychologues, ils disent souvent une phrase que j'aime bien, ils disent, le cerveau est malade de ce qu'il a oublié. Bah, parce qu'il n'a mm, pas oublié, en fait. Tu vois? mm. Et là, le burn-out, c'est l'occasion d'aller voir. Et très souvent, les gens qui font ce travail, après, ils sont heureux parce qu'ils disent, mais c'est tellement évident, ça a tellement de sens. Mm. Et après, il y a par contre quand même des fois des prix à payer. En fait, on parlait des séquelles, tout, enfin, on a abordé les séquelles. Des fois, il y a quand même des séquelles Bien sûr. qui sont importantes, en fait. Donc, faut pas attendre de s'effondrer pour se dire, je vais faire mon travail. On peut faire le travail avant, en fait. Et voilà, mais sauf que bah, tu sais comment est fait l'être humain. Ouais. Euh, Tant il que c'est pas- réagit, ouais. il réagit que quand il est face au mur. Et c'est normal. C'est Mm, normal. On a une petite zone dans le cerveau qui est en vigilance. Et s'il ne se passe rien, bah, elle s'endort. mm, Si par contre ça castagne, elle te réveille. mm, Et c'est ça le drame. On attend malheureusement que ça aille mal. D'où tout le travail d'éducation. Tu vois, mm, et donc tout ce concept de bien-être qui paraît un peu un concept à l'eau de rose et qui ne l'est pas du tout, qui est un concept très sérieux. Travailler dans le bien-être, c'est travailler efficacement et sereinement. C'est pas glandouiller à la machine à café pendant 3 heures. Eh bien, quand tu commences à t'intéresser à ça et quand tu regardes des études qui montrent que les gens qui travaillent dans le bien-être, ils produisent 31% de plus et ils créent mm. 55% de plus, tu te dis, c'est peut-être intéressant, il faut se pencher là-dessus. Et à ce moment-là, tu n'attends pas que les symptômes arrivent. Ben, il y a Léon Marchand au JO là, à Paris, en fait, justement, avec son coach, ils ont travaillé sur mettre le plaisir, en fait, avant la performance. Et finalement, c'est Mm. le plaisir qui a amené la performance, quoi. Bon, on peut dire qu'il a comme plutôt pas mal performé cet été. Ouais, alors le plaisir, c'est la dopamine, voilà. Mm, Mais tu mm, vois, c'est le plaisir. Si tu recherches la performance pour la performance, on sait que c'est contre-productif parce que tu te mets de ouais, la pression. Si par contre, tu as le plaisir de faire une performance, mm, ou surtout tu n'as pas l'horreur ou la honte d'avoir fait une contre-performance, ouais. à ce moment-là, c'est jouable. Mm, ok. Donc là, on va bientôt arriver à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux nous redire brièvement, on va dire, qu'est-ce qui doit vraiment alerter les gens, en fait? Soit des petites phrases ou en Alors, synthèse. les trois phrases, alors, tu sais, si on reprend un peu les définitions académiques du burn-out, Christina Maslar, qui définit le burn-out en trois composantes, Mm, l'épuisement, la dépersonnalisation et le faible accomplissement. Et en fait, tu as une phrase qui correspond à chacune de ces composantes. Pour l'épuisement, la phrase, c'est j'y arrive plus, j'en peux plus. Non, je ne serai pas capable. Cette phrase, elle est importante à entendre de la part de l'entourage quand elle est dite par quelqu'un qui n'a jamais dit ça. Tu vois, mhm, si c'est quelqu'un qui a toujours dit allez hop, on y va, on fonce, et qui se mhm, met à dire non, non, mais là, j'y arrive plus, changement, donc mhm, là, ça t'interpelle. La mhm, deuxième composante qui est la dépersonnalisation, c'est les gens qui vont te dire je m'en fiche. Voilà. C'est-à-dire que là encore, si c'est des gens qui ont passé leur vie à s'en fiche, ça ne compte pas. Mais quand c'était des gens moteurs, leaders, force de proposition, tu vois, qui, pareil, très investis et qui commencent à dire j'ai rendu mes docs en retard, je m'en fous, pas grave. Je suis arrivé en retard, j'ai raté une réunion, pas grave, j'en ai rien à faire. Changement. Là, ça mhm, t'interpelle. Et troisième composante très importante, qui est le faible accomplissement. Là encore, quand c'est des gens qui ont toujours été bons, qui ont toujours carburé, tu vois, qui étaient un peu la référence dans un service, dans une entreprise, et qui passent leur temps à te dire je suis nul, mhm, là, tu tu t'interroges. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les trois composantes, en fait, pour définir le burn-out dans son ensemble, il faudrait que les trois composantes soient présentes. mhm. Sauf que si tu attends les trois composantes, bah, tu risques d'attendre longtemps. Ouais. Il y a une étude dont je ne me souviens plus la référence, pour ça je la cite juste comme ça, qui disait que si on attendait les trois références, on considérait qu'il n'y avait que 5% des médecins qui étaient en burn-out. Si tu Mhm, prends que la composante épuisement, c'est 35%. mhm. Tu vois? Ouais. Donc, voilà.
Tu as quelqu'un qui va pouvoir dire, j'y arrive plus, je m'en Mhm. fous, et pourtant je suis pas nul. Je sais que Mhm. je sais, mais là, j'y arrive plus. Bah, tu vois, c'est aussi inquiétant. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est les trois phrases euh, qui vont traduire un changement important chez quelqu'un que tu connais et qui vont faire que tu le prends par la peau du cou et direction médecin, tout de suite. Oui, en fait, finalement, tout seul, on est incapable de pouvoir prendre la décision nous-mêmes, en fait. Finalement, il faut On que ce soit va, l'entourage ouais, on va qui... toujours minimiser. Bien oui, Mm, on va toujours minimiser. Mais regarde ça sur plein d'autres choses. mm, Tu as mm. une douleur à droite, à gauche, là. Tu te dis, oh, Ouais. ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et le jour où tu as rendez-vous chez le médecin, comme par hasard, ça passe. Mm, Parce que tu n'as tellement pas envie que ça soit quelque chose que tu as réussi à mettre en place tout un tas de mécanismes qui font que ça passe. mm, Incroyable. Voilà. Donc, t'imagines sur ce qui est de l'ordre du mm, psychique, mm, mm, avec tous ces sentiments de honte, de culpabilité, bah, tu te racontes des bobards et tu ne vas pas mm, consulter. mm. Donc du coup, ouais, en fait, finalement, c'est ça, c'est, vu qu'on peut pas forcément se voir nous-mêmes, finalement, c'est d'être attentif pour les autres, en fait, et de voir les signaux pour les autres. Exactement. Et puis des fois, oui, tu disais même, des fois, ça peut être les enfants aussi qui font, mais papa ou maman, t'es toujours fatigué, on Bien peut plus sûr, jouer, on peut plus machin. Enfin, voilà, c'est aussi. tu cries tout le temps. Oui, maman, tu Ouais. cries tout le temps. Tu vois? Mm, mm, Et ça, c'est important. Alors, tu as des fois, j'avais raconté, je pense que je l'avais dit la dernière fois, mais je la raconte souvent parce que c'était très marquant. Une jeune maman, très, très mère poule, tu vois, qui avait son petit garçon de 3 4 ans, je sais plus, qui était tombé dans la cour d'école. Elle l'avait vu tomber et s'égratigner de partout. Et elle m'a dit, mais ça ne m'a rien fait. Elle m'a dit, en d'autres temps, j'aurais accouru, j'aurais pleuré autant que lui. mm, Puis là, ça ne m'a rien fait. Et elle m'a dit, je suis devenu un monstre. mm, Tu mm, vois? Eh bien, voilà. Si tu vois ton conjoint qui est plus alerté par la même chose qu'avant, mm, mm, ou qui s'alerte trop, mm, tu vois, mm. changement encore. Ouais. Ben là, tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai Mm, l'impression que... Et tu trouves le prétexte le plus fallacieux qui soit pour qu'il aille consulter. mm, Parce que de son propre chef, il y a peu de chances qu'il y aille. mm. C'est trop difficile de dire, je fais un burn-out. Tu Ouais. arrives chez le médecin, tu dis, bon, écoutez, je ne sais pas ce que j'ai. Ok. Bon, bah, enfin, franchement, c'est toujours hyper éclairant tes explications et puis je trouve qu'on y voit beaucoup plus clair. Et c'est vrai qu'aussi, ce que j'aime bien, c'est finalement, on a tous notre rôle à jouer en fait, que ce soit enfin, vis-à-vis des personnes de notre famille, enfin, nos amis, mais aussi enfin, quand on est en entreprise, en fait, vis-à-vis même de son chef ou Bien de ses sûr. collègues ou des gens qu'on peut avoir dans ses équipes. C'est d'avoir ce regard alerte et de pouvoir détecter en fait ces changements, comme tu dis. Hmm. Après, ce qui est intéressant et ce qui n'est pas interdit, c'est d'aller provoquer un peu. C'est-à-dire quand tu as quelqu'un, alors toi tu souris, mais dans le mot provoquer, il n'y a rien de... Tu vois quelqu'un qui était toujours le premier à venir te chercher à midi pour aller à la pause déjeuner, qui vient plus. Tu Mm, vois, tu peux provoquer la réponse en disant, mais tiens, tu viens plus, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu mm, t'enfermes dans ton bureau, on ne te voit plus, tu viens plus prendre de café. Et là, la personne, elle va te dire, ouais, mais j'ai trop de boulot, j'y arrive plus. Tac, tu vois, elle a lâché la phrase. mm, Derrière, mais t'as une petite mine, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Ah bah oui, je suis crevé, je dors plus. Ouais, je suis crevé, je mm, dors plus. Et tu vois, à mm, partir du moment où tu sais les symptômes qui peuvent traduire un burn-out, tu vas aller partir à la pêche un petit peu et poser des questions. Ce que j'appelle provoquer, c'est ça, tu vois, c'est oui, oui. provoquer une En réponse. bienveillance, c'est provocation en Bien bienveillance, quoi. sûr, c'est provoquer en bienveillance, mais parce que la personne, à cause de la honte, elle va Mm, pas t'en parler. mm, mm, Tu sais, il y a quelque chose qui est très important, c'est la peur de la trahison. C'est mm, tellement important que j'ai des patients, moi, qui me racontent, mais qui avant me font jurer de ne pas en parler au médecin du travail. Et je leur dis, mm. mais non, c'est étanche, là, je n'ai rien à raconter. Il y a même une patiente qui m'a fait éteindre mon téléphone portable, tu vois. Bon, elle était très mal, je reconnais. Mais pourquoi pas, tu vois, tellement peur de donner une image contraire à celle qu'ils ont toujours donnée, qu'ils ont peur qu'il y ait des informations qui fuitent. Voilà. Donc, cette personne-là, elle ne va pas venir te voir en disant, ah, Elisabeth, si tu savais, voilà, je galère, j'ai plus de cerveau, je fais que des Mhm, bêtises, j'arrête pas de me tromper. Non. Mais par contre, toi, tu peux lui dire, tu vois, progressivement, mais dis donc, tu as l'air fatigué, tu dors bien. Oh, mais mm, dis donc, au niveau mémoire, ça, avec tout ce que tu as à gérer, ça doit pas être simple.
Et là, Mhm. tac, tu lances des perches. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait en consultation? Mhm. Tu vois, et c'est ce que tu fais toi aussi. Mhm. Le patient, il ne faut pas croire qu'il arrive et qu'il nous dit, alors, symptôme numéro un, numéro 2, numéro 3, j'en suis à la phase Je trois b je pense que... Mais non, tu vas chercher des symptômes, et puis à ce moment-là, tu as la surprise de les entendre dire, ah mais oui, c'est vrai. Ah mais oui, j'y pensais pas. Ah mais oui, tiens, c'est vrai, j'ai ça. J'avais jamais ça avant. Voilà. Mhm. Ok. Bon, Voilà. bah, eh ben, merci encore. Et puis, si tu avais un mot de la fin pour cette interview, ce serait lequel? Le mot de la fin. Alors, bah, c'est un mot de la fin pour les entourages, en Mm. fait. C'est ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, osez poser des questions. Parce que s'il y a de la communication, il y a obligatoirement un moment où on va avoir des infos. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qui est très importante, c'est que la personne qui est dans un processus de burn-out, elle se sent différente des autres, elle se sent mal aimée, elle a un côté un petit peu paranoïaque, un peu persécuté, hein, sans méchanceté. Elle a l'impression que personne ne la comprend, elle a l'impression que personne n'en veut, que tout le monde lui en veut. Elle a l'impression que tout le monde attend le moins de faux pas pour la juger. Mhm. Donc, allez au-devant. Voilà, c'est Mhm. ça, allez au-devant. Eh ben, merci beaucoup, Didier, encore pour cette super interview, enfin, franchement, encore plein de clés hyper pertinentes. Merci beaucoup. Et puis, c'était un vrai plaisir pour moi encore de passer ce moment avec toi. À une prochaine fois. Ça marche. Bah, jamais 203, je te réinvite au prochain sommet, Eh hein. ben, ça sera avec plaisir.